Bienvenue dans cette revue de presse du 18 au 22 octobre 2021 avec au programme cette semaine d'abord la Pologne contre le reste de l'Union européenne avec cet impossible débat sur la souveraineté des États. Je vous raconterai comment des élèves handicapés sont actuellement privés d'école et je vous ferai également le récit en dernière partie du bois français, ce trésor que l'on gâche. On va commencer par la décision du tribunal constitutionnel polonais de remettre en cause le principe selon lequel le droit européen prime sur le droit national qui en fait n'en finit plus d'affoler les dirigeants de l'Union européenne. Depuis et tout au long de la semaine, le débat s'hystérise sans poser les questions fondamentales. Ce jeudi, Le Monde titre « Europe, Bruxelles se prépare à sévir contre la Pologne » car la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet d'agir pour contraindre la Pologne à respecter les fondations européennes. Le journal rappelle que lundi, le Premier ministre polonais a écrit aux chefs d'État européens pour leur demander d'être ouverts au dialogue en insistant sur le fait que l'UE était, je cite, un organisme géré de manière centralisée par des institutions dépourvues de tout contrôle démocratique. Mais ce sont précisément ces propos qui choquent. Et à ça, mercredi 19 octobre, La Croix évoque l'entêtement de Varsovie. Et dans son édito, Jean-Christophe Ploquin vise juste cet arrêt à envoyer une onde de choc parce qu'il pose la question de la relation entre la souveraineté nationale et l'échelon supérieur européen. Seulement, expose Catherine Chatignou dans l'analyse de la rédaction des Échos, ce mercredi 20 octobre, exiger la priorité pour les règles nationales compromettrait tout l'édifice commun et reviendrait à mettre en bas 60 ans de construction européenne. Rien que ça. Seulement, il est amusant de constater que le quotidien économique cite, pour appuyer ses propos et valider le principe de supériorité du droit européen, il cite le traité de Lisbonne, comme si on ne se rappelait pas qu'en 2005, ce fameux traité, il avait été passé d'abord par référendum et le peuple avait voté contre cette constitution européenne, mais cette dernière a été validée dans son dos, en passant comme une lettre à la poste au Parlement en 2007. Pourtant, dès lundi, Libération prenait la bonne direction en posant certes les bons termes du débat, en une souverainisme, l'UE, à fleur de drapeau, mais en liquidant malheureusement cette option dans l'édito de la première page. Être maître chez soi et en avoir les moyens, écrit Libé, voilà une idée populiste devenue bien populaire en 2021. Et oui, c'est bien connu, souhaiter la pleine maîtrise de son destin dans son propre pays, c'est une idée populiste. Mais l'absurdité n'en finit pas. En page intérieure, par interview et tribune interposée, le journal fait dialoguer Clément Beaune, l'actuel secrétaire d'État aux Affaires européennes, et l'ancien ministre de l'économie sous François Hollande, Arnaud Montebourg. Et quand le premier tient à blâmer l'inquiétante et vieille tradition de faire de l'Union le bouc émissaire des difficultés du moment, en soulignant évidemment qu'évoquer ce débat pendant la campagne présidentielle, c'est, je cite, mettre le doigt dans un engrenage qui va faire le bonheur des extrémistes, le second, Arnaud Montebourg, est plus tempéré. Il met en garde contre cette opposition entre un camp de la raison et un camp de toutes les folies. Notre gouvernement qui soutient la position infondée de la Commission, écrit-il, devrait prendre garde. Le bâton qu'elle brandit contre les Polonais s'abattra sur notre tête demain quand nous voudrons défendre à notre tour notre légitime souveraineté. Mais c'est dans l'entretien captivant d'Aquilino Morel, réalisé par Étienne Campion sur Marianne.net et qui a été publié le 16 et 17 octobre, que vous allez parfaitement comprendre ce qui se joue actuellement et que l'ancien conseiller de François Hollande qualifie de coup de force juridique. Je vous donne un avant-goût. Selon lui, l'européisme n'est pas seulement une conviction, mais une croyance. L'européisme est une illusion au sens freudien du terme, c'est-à-dire une croyance dominée par une logique de désir davantage que par une logique de réalité. Elle échappe malheureusement, elle aussi, à toute logique de réalité. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont à 93% des femmes et à 98%, elles sont à temps partiel imposé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, leur salaire n'équivaut qu'à 62% du SMIC. Et c'est l'humanité qui leur rend hommage et qui rend hommage précisément à leur journée de mobilisation en une ce mardi 19 octobre, handicap, les promesses non tenues de l'école inclusive. Et dans son dossier, l'UMA cite les désillusions de ce métier, le manque de formation, la pénibilité du travail, le manque de reconnaissance ou encore le manque d'attractivité qui donne par exemple un taux d'absentéisme de 20% dans le Rhône l'année dernière. 1000 absents sur les 4000 postes qui seraient nécessaires. Évidemment, il y a aussi une petite interview dans ce dossier de l'UMA d'une conseillère à l'APF Handicap France qui pose un constat lucide sur les insuffisances du système scolaire.
un enfant handicapé sur deux quitte l'école avant 10 ans. Ils sont 128 700 en situation de handicap au collège et ils ne sont plus que 38 000 au lycée. Et c'est dans la presse régionale que nous pouvons toucher du doigt le désespoir de ce métier. En une notamment de la Marseillaise ce mercredi, ces femmes qui accompagnent les élèves handicapés manifestent, essentielles mais maltraitées, écrit le quotidien local. Céline est dans le cortège pour témoigner, cela fait 7 ans qu'elle travaille et elle ne touche que 790 € par mois pour 30 heures par semaine. C'est encore moins que le SMIC horaire. Chose incompréhensible quand on sait que c'est un métier d'utilité publique et même un métier d'utilité sociale. Mais tout ça est révélateur sur les logiques qui façonnent notre société, écrit Léo Purgouët dans son édito. Une logique où les plus indispensables sont en réalité les plus méprisés. Un besoin de reconnaissance qui est nécessaire pour cette sortie de crise, et c'est d'ailleurs bien l'élément primordial dans les manifestations qui sont couvertes par les journalistes de La Provence. On y croise Stéphanie, éducatrice spécialisée, qui explique qu'elle doit payer elle-même sa formation. Sur les 60 heures qu'elle reçoit, seulement 12 sont utiles à la formation pour l'accompagnement des enfants handicapés. Le reste, c'est consacré à des formalités administratives, totalement déconnectées de la réalité de son métier, dit-elle. Et puis, la demande de reconnaissance en soi est assez simple. Elle passerait par exemple par la création d'un statut de fonctionnaire pour que le métier soit enfin reconnu. Sinon, il faudrait attendre 6 ans pour espérer avoir un CDI. Période durant laquelle, qui plus est, les congés maternité, si vous avez le malheur d'avoir un enfant, ne sont même pas comptabilisés. Bon, et si le sujet vous intéresse, je vous encourage à aller voir le documentaire du député ex-journaliste François Ruffin, un coup de lumière poignant et nécessaire sur ces femmes du quotidien, aide à domicile ou femmes de ménage. Un film utile. Bon, et cette fois-ci, pour terminer, je vais vous parler de bois. Et pas de n'importe quel bois, je vais vous parler de bois français. C'était dans les Échos de ce mardi 19 octobre. Première information, 17 millions d'hectares et 29% du territoire. C'est actuellement la superficie de notre forêt en France. Elle n'a jamais été aussi vaste que depuis le 15e siècle. Alors là, vous vous dites, sur le papier, la ressource offre la possibilité d'une industrie florissante. Mais la réalité, vous vous en doutez, elle est un peu plus décevante. D'abord, avec la crise du Covid, le prix du bois a flambé. Les patrons peinent à passer commande et les prix ont absolument augmenté. C'est entre 10 et 20% plus cher. Bon, il faut ajouter à cela, précisent les Échos, que les pays du Nord, en bon capitaliste, vous l'aurez compris, ont vendu aux plus offrants, donc aux Américains. Ils leur ont tout envoyé. Et nous, Français, forcément, nous nous sommes retrouvés le bec dans l'eau. Autre problème, la filière française n'est pas assez compétitive en réalité. Nos forêts sont composées en grande majorité d'arbres feuillus qui sont délaissés par la construction actuellement, alors que la construction préfère les chênes et les arbres résineux par exemple. Et en plus, il faut préciser qu'on a une totale disparition des scieries en France. Elles sont passées sous le seuil des 1500 unités, alors qu'en 1960, écoutez bien ce chiffre, on en possédait 15 000. Alors forcément, cela pousse les entreprises françaises à préférer le bois nordique. Mais en plus, le coup de grâce pourrait venir du climat. 15% de la forêt française se trouve déjà en péril en raison du réchauffement climatique, explique le journal. Et l'avenir de la filière devrait donc, on l'espère en tout cas, se jouer dans les prochains mois car Jean Castex ouvre ce mardi des assises nationales où les différents tenants du monde sylvicole feront l'objet de tables rondes desquelles débouchera, on croise les doigts, une nouvelle feuille de route.